Bienvenue à l'émission. Cette semaine, nous allons discuter d'abord de Barack Obama. Il a fait ces jours derniers son premier grand discours devant le Congrès américain et déposé un budget dont on dit qu'il ouvre une révolution dans l'histoire américaine. Est-ce que c'est vrai? On va en discuter avec un historien, François Furstenberg, et avec un juriste, Jean-François Gaudreault-Desbiens. Ensuite, nous allons parler de la Cour pénale internationale, cette cour qui doit juger les criminels de guerre, les responsables de génocide. La Cour a ouvert ses premières audiences sur un cas portant sur les enfants soldats. La juriste Hélène Dumont va nous expliquer le fonctionnement de la Cour et les difficultés qu'elle rencontre dans l'exécution de son travail. En terminant, nous avons demandé à l'historien Claude Morin d'aller voir pour nous les 2 films de 2 heures sur le Che du cinéaste Steven Soderbergh. Il en discutera avec nous, il nous dira ce qu'il en a retenu et si le film est à la hauteur de la vie mythique du Che. Chaque semaine est une semaine historique pour le nouveau président Barack Obama, l'investiture, le plan de relance, le plan de sauvetage des banques. Et la semaine qui vient de se terminer lui a permis de faire son premier grand discours de politique intérieure, principalement devant les 2 chambres du Congrès réunies, et ensuite de déposer son premier budget. Alors, quelle est l'importance de ces événements? On pouvait le voir dans le titre de l'éditorial du Wall Street Journal du lendemain, « L'aube de la révolution Obama ». Alors évidemment, le Wall Street Journal était plutôt contre, mais ça signifie quand même l'importance des changements qui sont proposés. Et pour en discuter du style, de ces gestes, de ce discours, nous avons 2 invités. D'abord, Jean-François Gaudreault-Desbiens. Merci d'être là. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors Jean-François, vous êtes vice-doyen, professeur à la faculté de droit. Votre dernier ouvrage paru s'intitule Les solitudes du bijuridisme au Canada et vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les identités juridiques et culturelles nord-américaines et comparées. C'est bien ça. Et notre deuxième invité est un historien, François Furstenberg. Bienvenue à l'émission. Merci. François, vous êtes professeur au département d'histoire de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de la Fondation McConnell en études américaines. Et votre dernier ouvrage paru est In the Name of the Father, Washington's Legacy, Slavery and the Making of a Nation. Alors, bienvenue à tous les deux. Alors, d'abord, le juriste, quel est le point de vue du juriste face à ce discours de Barack Obama et les gestes posés cette semaine? Je dirais 2 grandes choses. D'abord, le retour de l'État. Le retour de l'État du gouvernement fédéral, une réglementation potentielle, parce qu'après, depuis Reagan, finalement, la réglementation, la place qu'occupait le gouvernement fédéral dans la vie des Américains, tout en demeurant importante, avait été considérablement réduite. Alors là, on a un retour de l'État, un État activiste, avec, sur le plan juridique, les conséquences qui pourront en découler. Donc, évidemment, plus de lois, plus de réglementation, qui est probablement en partie désirée par une bonne proportion de la population américaine compte tenu de la crise financière, de la crise économique, mais aussi peut-être des problèmes constitutionnels. Évidemment, plus l'État fédéral est activiste, plus des conflits de compétences constitutionnelles peuvent survenir, encore que, il faut bien dire que l'État fédéral américain soit beaucoup mieux outillé que l'État fédéral canadien pour, je dirais, réaliser, mettre en place des programmes d'ampleur considérable en matière socio-économique. Deuxième point, le retour du multilatéralisme sur le plan des relations internationales américaines, et donc ça a un impact juridique également. Donc ce sont les 2 aspects qui m'ont frappé. Et le point de vue de l'historien, François? Oui, enfin, je suis d'accord avec ce que dit Jean-François, mais en même temps, je dirais que j'ai pensé cette semaine pendant la campagne, il y avait des propos un peu controversés que Obama avait fait. Il parlait à un moment de Reagan comme président qui avait transformé la nation. Et alors, il y avait quelques gens qui critiquaient Obama. Je pense qu'ils n'avaient pas très bien compris ce que disait Obama parce qu'ils disaient « Ah, mais il est en train de fêter Reagan ». C'était pas du tout ça. En fait, ce qu'il disait, c'est que Reagan avait profondément transformé la nation américaine, le rôle de l'État aux États-Unis, et que Obama, je pense, pendant la campagne, il disait qu'il a des ambitions semblables, des ambitions beaucoup plus large qu'avait manifesté Bill Clinton quand lui, il était président. C'est ça, il avait comparé les 2. Il avait dit Reagan était un acteur plus transformateur que ne l'avait été Clinton. Évidemment, les pro-Clinton, les Clinton au premier chef n'avaient pas aimé ça. Et il ne disait pas qu'il était d'accord avec ce que Reagan avait fait, mais c'est ce genre de volonté transformatrice qu'il veut incarner. Alors, est-ce qu'on sent qu'il est en train de faire ça? Je crois, oui, je crois. C'est exactement ce qu'on voit avec ce proposition de budget qu'il vient de faire. C'est intéressant parce que
la première étape, on l'a beaucoup critiqué, Obama, parce qu'il était il démontrait une volonté de compromis qui embêtait les partisans, les gens de gauche qui disaient... Avec les républicains, avec donc les républicains, en mettant des baisses de d'impôts dans son serrer la main, il va trop loin dans ouais. leur direction. Sans retour d'ailleurs, parce que les républicains n'ont pas appuyé sa proposition. C'était des compromis pour rien. Mais je pense que finalement, on peut penser que c'était quelque chose de très intelligent, parce que le budget de relance, le plan de relance, c'est pas quelque chose qui est transformateur pour le pays, c'est important économiquement. Tandis que là, il a montré sa volonté de compromettre, et maintenant il arrive avec un budget qui est véritablement transformateur. Là, il veut vraiment changer le pays. Il veut instaurer le système de santé universel, il veut monter les impôts sur les riches, c'est-à-dire refaire le déséquilibre qui s'est fait depuis une génération entre les riches et les pauvres. C'est des ambitions absolument extraordinaires. Et là, je pense que les républicains sont un peu coincés parce que maintenant, c'est à leur tour de montrer qu'ils sont prêts à compromettre sur quelque chose qui est un enjeu important, tandis que par rapport au plan de relance, c'était important, mais ce n'était pas de la même envergure. Jean-François, on est surpris par l'ambition. Hein? Donc, faire l'assurance maladie pour couvrir la totalité des Américains dans l'année, a-t-il dit, dans l'année. Ensuite, fiscalement, réduire de moitié le déficit d'ici la fin du premier mandat. Et, avec la main gauche, pendant ce temps-là, trouver un remède contre le cancer avant 2020. Alors, ce n'est pas un président qui manque d'ambition. Non, vraiment pas, évidemment. Bon, je pense qu'il peut essayer de surfer sur un certain momentum. Bon, il y a quand même un soutien de la population américaine, il vient d'être élu, il y a une crise, et je crois qu'il peut profiter de cette situation particulière pour justement mettre de l'avant ce genre de programme. Bon, évidemment, entre les ambitions qui sont énoncées et celles qui vont être réalisées, il y a peut-être un écart, mais en même temps, je pense qu'il veut changer la manière dont les Américains voient le politique, le rôle du politique, le rôle de l'État, tout en se gardant bien de se présenter comme étant anti-marché. Moi, ce qui me frappe dans le discours d'Obama, c'est qu'il ne fut pas contre les marchés, mais en même temps, l'État peut valablement et validement réglementer certains aspects du fonctionnement du marché, justement pour éviter le genre de crise dans lequel on s'est enlisé depuis quelques mois et depuis quelques années, en fait. Donc, beaucoup d'ambition. Évidemment, comme le disait François, la balle est dans le camp des Républicains. La balle est vraiment dans le camp des Républicains. Et si on se fie, par exemple, au discours que M. Lindell a prononcé à la suite du discours de M. Qui est le sénateur ou le gouverneur de la Louisiane. Voilà. Qui est, semble-t-il, le nouvel espoir des Républicains. Et bon, un peu moins maintenant, effectivement. Alors, donc, son discours a été mal reçu. Son discours était mal reçu, mais il était mal habile aussi. Il s'est opposé assez radicalement. Enfin, c'est l'aile très à droite du Parti républicain. Donc, il y a un problème de positionnement. Évidemment, Obama peut tenter de profiter de cette situation. Alors, restons sur la question juridique un instant. Bon, la Cour suprême américaine, avec les nominations qui ont été faites par M. Reagan pendant ses 2 mandats, ensuite George Bush le père et ensuite George Bush le fils. Bon, il y a eu l'épisode Clinton, mais a fait en sorte que la majorité, maintenant, à la Cour suprême est plutôt conservatrice. Est-ce que le président Obama aura l'occasion de faire des nominations pendant ce premier mandat? Et est-ce que la Cour peut l'empêcher de faire certaines choses? On se souvient que Franklin Roosevelt, par exemple, avait eu beaucoup de difficultés à faire passer certaines de ses législations à cause d'une Cour suprême qui lui était hostile. Je doute un peu que la Cour suprême puisse faire à Obama ce que la Cour suprême avait fait à l'époque de Roosevelt, la mise en place du New Deal. Pour une bonne et simple raison, c'est que le type de logique juridique sur lequel se fondait la Cour suprême dans les années 30 a été discrédité. La Cour suprême elle-même l'a renversé. Alors, est-ce que la majorité, une majorité un peu fragile quand même, conservatrice à la Cour, serait prête à revenir à cet état de droit antérieur à 1936 à peu près? Je serais très étonné. Bon, et depuis 1936, par ailleurs, l'interprétation du partage des compétences a été, de façon générale, a donné plusieurs outils au gouvernement fédéral. De sorte que je serais surpris que la Cour soit un acteur majeur, à moins vraiment que la majorité conservatrice se radicalise d'une part et se solidifie. Et ça, j'ai quelques doutes. Le juge de ce qu'on appelle le swing vote à la Cour, Anthony Kennedy, c'est un juge qui
tente, dans la mesure du possible, et je pense que ça décrit bien assez son comportement judiciaire, tente de refléter des consensus sociaux. Et donc, je ne crois pas, je serais surpris qu'il se retranche dans un conservatisme très, très affirmé. Est-ce que le président pourra nommer des juges bientôt? Je pense qu'on peut s'attendre à ce que deux juges libéraux assez âgés démissionnent, justement pour permettre à M. Obama de leur nommer des remplaçants qui sont idéologiquement dans la même lignée que donc le juge Stevens, qui est très âgé, 88 ans, je pense, et la juge Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg, qui, ce sont les deux libéraux qui sont les plus susceptibles de démissionner pour des raisons essentiellement stratégiques, parce que par ailleurs, ils vont plutôt bien, je pense, mais pour des raisons stratégiques. Très bien. Et François Furstenberg, on a beaucoup parlé de la comparaison entre Barack Obama et Abraham Lincoln comme élément transformateur. Évidemment, c'était il y a 2 semaines la célébration du 200e anniversaire de la naissance de Lincoln. Mais vous avez écrit que cette comparaison est un peu trompeuse. Pourquoi? C'est pas qu'elle est trompeuse, mais c'est que parfois on a tendance à penser que Lincoln, quand on parle de Lincoln comme un président transformateur, c'est vrai, il était un président transformateur, mais qu'est-ce qui a transformé le pays? Est-ce que c'est Lincoln ou est-ce que c'est la guerre civile? Et j'ai tendance à penser que c'est Lincoln lui-même, il avait une certaine volonté pour le compromis et le consensus. Et Lincoln a très souvent été amené à des décisions par les événements. Il a même dit une fois, c'est pas moi qui contrôle les événements, c'est les événements qui me contrôlent. Et c'est la guerre civile, finalement, les actions des esclaves, les pressions des abolitionnistes et la transformation de l'opinion publique dans le Nord à travers des années de mortalité extraordinaire, des centaines de millions de personnes mortes, qui a poussé Lincoln à agir de manière de plus en plus radicale, de manière qu'il ne voulait pas vraiment agir s'il n'avait pas été poussé comme ça, je pense. Il y a même une hypothèse qu'il n'aurait pas libéré les esclaves si la situation ne l'avait pas poussé à le faire. Oui, il a toujours dit, moi je suis pour préserver l'Union, et si je dois libérer certains esclaves, je le ferai. Si je dois préserver tous les esclaves dans l'esclavage, je le ferai. Pour moi, la première priorité, c'est l'Union. Mais je pense que ce n'est pas que la comparaison est trompeuse, c'est que je vois des ressemblances, en fait, entre Obama et Lincoln dans cette volonté de compromis et de consensus. Obama, il a un tempérament très différent, mettons, de Franklin Roosevelt, qui disait jamais, je veux la haine de mes ennemis. Tandis que Lincoln, il n'aurait jamais dit ça. Et Obama, je le vois très mal dire ça. Alors, est-ce qu'il peut être transformateur? On voit cette semaine qu'il a cette volonté d'être un président transformateur. Mais on sent qu'il va au-delà, devant les événements. Il crée l'événement, contrairement à Lincoln qui est porté par les événements, non? Oui, je crois que c'est... Oui et non, enfin, parce que maintenant, il dit que l'opportunité s'est présentée grâce à cette crise financière. On peut imaginer que si la situation économique était bonne, si les gens ne s'en sentaient pas en milieu d'une crise importante, qu'ils seraient peut-être un peu plus timides, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça serait plus difficile d'avoir des ambitions telles qu'il a, ou de mettre en place des ambitions telles qu'il veut les mettre. C'est vraiment la crise qui lui donne l'opportunité. Il l'a même dit dans son discours l'autre jour. Alors, le grand test pour toute l'aile démocrate, pour tous les progressistes américains, c'est celui de l'assurance maladie. Alors, on le sait, il ne propose pas, Obama ne propose pas, personne ne propose en fait de prendre le système canadien ou le système britannique, de faire en sorte de nationaliser l'assurance maladie. Il s'agit de supplémenter par l'adhésion au système public existant pour faire en sorte que les 12% des Américains, 1 sur 7 des Américains qui n'ont pas de couverture d'assurance maladie puissent l'avoir. Alors, plusieurs se sont cassés les dents. Nixon l'avait tenté, s'est cassé les dents. Ensuite, Bill Clinton s'est cassé les dents là-dessus. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, ça marcherait avec Obama? Écoutez, moi, je pense que c'est en grande partie une question de momentum. Je pense que les circonstances actuelles, le fait que le Parti républicain soit vraiment affaibli, considérablement affaibli, plus qu'il ne l'a jamais été depuis quelques décennies, fait en sorte que les conditions gagnantes, d'une certaine façon, sont présentes pour que Obama puisse aller le plus loin possible. Bon, évidemment, est-ce que ces conditions vont perdurer, vont se maintenir? On ne sait pas, mais je ne crois pas qu'aucun président américain ait pu profiter de telles conditions justement pour mettre de l'avant ce genre de programme. C'est essentiellement conjoncturel, je dirais. François, qu'en pensez-vous?
Oui, je suis d'accord avec ça. Je crois qu'il y a un sentiment au pays que le temps est enfin arrivé pour mettre en place un système de santé universel, que les autres possibilités ont été testées et sont tombées en échec. Un système de HMO, ça n'a pas fonctionné. Un système d'assurance privée, ça n'a pas fonctionné. Il y a aussi un sentiment, je pense, grâce à cette crise financière, que le marché privé, finalement, ne va pas résoudre tous les problèmes sociaux. Il a perdu un peu de son aura. Là. Il a perdu son aura. Et je pense que c'est en partie grâce à ça. Et les gens sont prêts à se dire peut-être que le gouvernement a un rôle à jouer, non seulement dans l'économie, mais dans notre santé aussi. Et je pense que, quelque part, le moment est arrivé pour... en tout cas, c'est un moment qui s'avère être vraiment propice pour mettre en place un système de santé. Jean-François, c'est tout le temps que nous avons. Et comme c'est la tradition à cette émission, Jean-François, nous vous avons demandé de choisir une plage musicale qui reflète un peu nos propos. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? J'ai choisi Riders on the Storm des Doors, groupe mythique, évidemment. Pourquoi? Parce que, bon, je me suis dit, on parle des États-Unis, alors je vais prendre quelque chose qui est américain, d'une part. Alors ça, c'est américain. Deuxième chose, c'est le titre. C'est tout bêtement le titre. Il y a une tempête, une crise. Alors je me suis dit, Obama est un peu comme un rider on the storm. Cela étant dit, si on écoute les paroles, il n'y a pas nécessairement de congruence entre le type de tempête qu'évoque Morrison et le type de tempête que Obama affronte. Mais donc, j'ai choisi la voie de la facilité parce que j'aime bien cette pièce aussi. Excellent. Alors, merci beaucoup d'avoir été là tous les deux. Alors, je répète, Jean-François Gaudreau-Desbiens, vous êtes vice-doyen professeur à la faculté de droit, François Furstenberg, historien au département d'histoire, et nous écoutons grâce à vous The Doors, Riders on the Storm. Storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. En profondeur cette semaine, génocide, crime contre l'humanité, c'est un sujet qui anime la communauté internationale depuis évidemment des décennies, depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Et la communauté internationale a mis longtemps à trouver un instrument qui permettrait de ne pas laisser impunis, du moins c'est l'intention, les criminels de guerre, ceux qui sont responsables de ces crimes atroces. Ces derniers jours a commencé le premier procès de la Cour pénale internationale sur des crimes de guerre avec un ressortissant du Congo. Nous allons en discuter avec notre invité de la semaine, discuter de la Cour, de son existence, des critiques qui fusent autour d'elle, de ceux qui lui sont favorables. Notre invitée, Hélène Dumont. Bonjour, bienvenue à l'émission. Oui. Bonjour Jean-François. Hélène, vous êtes, en plus d'avoir été mon enseignante dans une autre vie, au siècle dernier, vous êtes professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal, vous êtes spécialiste en droit pénal canadien, mais vous vous êtes intéressé petit à petit à ces questions de droit pénal international, génocide, agression. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces sujets? D'abord, des personnes. Étrangement, la première personne, c'est une étudiante de maîtrise en droit international public de l'UQAM qui vient me voir et qui me dit « Je voudrais que vous supervisiez mes travaux de doctorat. » Et je lui ai répondu tout simplement « Écoutez, vous voulez vous intéresser aux poursuites devant la Cour pénale internationale? Je n'y connais rien. Je suis spécialiste de droit pénal. » Et elle me répond tout simplement « Bien,
c'est une spécialiste de droit pénal que je veux. Alors, Et c'est il y a combien de temps, ça? Ça au tournant de l'an 2000, là, vraiment au début du 21e siècle, quoi. Et en boutade, je lui ai dit, parce que j'étais quand même consciente qu'il y avait une Cour pénale internationale, je lui ai dit, ben, c'est ça, j'ai dit, vous êtes spécialiste de droit international public. Quand il n'existe pas de forum, je veux dire, on fait du droit international public. Et puis quand un forum judiciaire existe, on fait du droit pénal. Alors j'ai dit tout simplement, je vais accepter de vous prendre. Mais ça a été vite suivi d'une autre inspiration. J'ai comme conseillère de classe Louise Arbour. Ah oui. Alors, Louise Arbour est une amie qui a fait dans sa première vie, elle aussi, au siècle dernier, je veux dire, elle était professeure de droit pénal. Et puis ensuite, bon, disons rapidement, elle a été donc responsable... Absolument. D'abord de lancer le premier mandat d'arrestation contre un chef d'État en fonction, Milosevic. Et puis, je me suis dit que son amable menteur devait absolument faire du droit pénal international. Donc, elle était responsable du tribunal. À ce moment-là, c'était pas la Cour. Des deux tribunaux ad hoc qui sont pour le tribunal pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pour le Rwanda. C'est ça. Alors, c'est comme ça que je démarre, je veux dire, avec des personnes, dans le fond, qui m'interpellent. Et puis, je commence à faire des recherches. J'obtiens des subventions de recherche dans ce domaine du CRSH. Me constitue une petite équipe de recherche, des étudiants qui iront même faire des stages dans les tribunaux ad hoc et à la Cour pénale internationale. Et me voilà comme spécialiste de droit pénal canadien dans l'aventure du droit pénal international. Vous n'êtes pas la seule, puisque le procureur de la Cour pénale internationale est un Canadien. En fait, pas le procureur, le président. Le président, oui. Le président de la Cour, Philippe Kirsch. Alors, qui est un ancien diplomate, un juriste aussi. Un ancin confrère de classe aussi. Alors, comme je vous dis, l'allemand menteur qui a été, je dirais presque l'incubateur des juristes de premier plan, moi, je me suis sentie interpellée par ça. Et j'ai développé des intérêts de recherche, mais comme une spécialiste de droit pénal canadien, je veux dire, transposer tout simplement ce qui est le propre d'un droit qui a été peaufiné sur des siècles dans la tradition de common law et tenter de vouloir transposer, je veux dire, ces concepts ou bien ces théories au niveau international. Au niveau international, quand ce droit se fait sur le mode de l'urgence devant les tribunaux ad hoc. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, il se fait aussi sur le mode de l'hybridation de toutes les traditions juridiques. On va y revenir dans un instant. Je veux juste signaler, puisqu'on parle de vos recherches, que vous avez donc dirigé un numéro de la revue scientifique de criminologie avec ce titre général, « Le crime de génocide, construction d'un paradigme pour la criminologie, la philosophie et le droit pénal », donc qui est disponible. Il y aura un lien sur le site du Cerium, cerium.ca. Bon, alors, donc, dans la chronologie, il y a eu ces tribunaux ad hoc, vous l'avez dit, la Yougoslavie, le Rwanda, le Liban, qui travaillent en ce moment. Ouais. Mais ce sont des tribunaux qui avaient pour objectif de travailler sur un thème et ensuite de s'éteindre. Et donc, a été créée cette Cour pénale permanente. Donc, depuis 2002, sa ratification a été assez longue. Maintenant, il y a une centaine de pays, un peu plus, qui ont ratifié. 108 actuellement, je crois. Voilà. Sauf que certains des plus gros joueurs n'ont pas ratifié. Les États-Unis, la Chine, Israël. Alors, certains disent, ce serait une bonne chose, la Cour pénale internationale, si certains des principaux acteurs des conflits y étaient. Dans quelle mesure peut-on dire que la Cour est effective sans ces ratifications essentielles? Bien, en fait, ça m'amène à vous dire que plusieurs parlent de la Cour pénale internationale comme d'un rêve réalisé, en ce sens que c'est susceptible de mettre fin à l'impunité de tous les criminels génocidaires de ce monde, et puis que d'autres, de façon un peu plus cynique ou pessimiste, disent les plus puissants n'y sont pas. Alors, au premier, je dirais, qui disent c'est la fin de l'impunité, et qui disent rêve réalisé, je dirais tout simplement, bien écoutez, c'est le commencement de la fin de l'impunité. On a fait des petits pas. Mais des petits pas significatifs. Lesquels? C'est un peu quand on parle des petits pas d'un bébé. Hein? Quand il commence à marcher, c'est
extraordinaire. Alors, c'est ces petits pas d'un bébé que je dirais qui est survenu avec l'établissement de la Cour pénale internationale. À ceux qui sont extrêmement pessimistes ou bien cyniques parce qu'ils disent les plus puissants n'y sont pas, je répondrais, bien, 108 États qui ont ratifié le statut de Rome, c'est en quelque sorte, comme dirait Bourdieu, le droit pénal, c'est marqué du sceau de l'universalité les interdits. Alors, ça veut donc dire que le fait de systématiquement qualifier des massacres de génocide, à la longue, ça crée l'idée universelle que ce sont là des crimes pour tous. Et en fait, c'est l'universalité dans le fait de nommer des massacres comme étant des génocides. Et de mettre des situations locales qui seraient passées, on parle des conflits oubliés, qui seraient passés plus ou moins inaperçus. Oui, d'une certaine de les mettre façon. À la lumière. Mais d'une certaine façon, il est susceptible, on peut dire également de façon extrêmement réaliste, comme il se produit très souvent dans le droit pénal ou en fait dans le traitement de la criminalité dans un État comme le Canada, qu'on attrape plus souvent les misérables de la société que les grands puissants. Alors, il y a cette réalité aussi, je veux dire, qui peut être construite autour des poursuites, à dire qu'il y a une sélection des poursuites, et bien entendu, quand les plus puissants sont à l'abri de cette responsabilité criminelle, dans le sens qu'ils n'ont pas ratifié le traité de Rome, on pourrait faire la même remarque que l'on peut faire, je veux dire, de façon critique, dans l'administration de la justice criminelle dans un État démocratique. Donc, au niveau international, la Cour pénale internationale reflète disons, les forces et les faiblesses des systèmes pénaux nationaux. Absolument. Bon. Alors, cependant, il y a certains des puissants qui ont été traînés en justice et condamnés. Donc, en Yougoslavie, ça a été le cas. Et je crois que la Serbie n'avait pas ratifié l'accord. Donc, non, il est possible... Non, mais de toute façon, la Serbie, il faut bien comprendre que de toute façon, quand on a établi le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, je veux dire, par résolution du Conseil de sécurité, je veux dire, n'avait pas son mot à dire. C'est ça. Donc, la territorialité de la juridiction a été établie par l'ONU. Absolument, absolument. Par résolution, en vertu du chapitre 7 des Nations unies, comme instrument, en fait, d'intervention ou une façon d'intervenir. Mais c'est un processus qui est très lent. Bon, ça a été long pour la Yougoslavie. Pour le Rwanda, on commence à peine, n'est-ce pas, le tribunal ad hoc à faire les procès, les accusations. Pas vraiment. Non, non. Il y a déjà Écoutez, il y a, je dirais même, quand il s'agit des tribunaux ad hoc, il faut parler qu'ils sont en la stratégie d'achèvement de leurs travaux. Donc, ça fait plus d'une dizaine d'années que ces tribunaux fonctionnent et rendent des jugements. Alors, ils avaient une durée déterminée. Alors, il faut comprendre que ces tribunaux ont été établis dans les milieux des années 90. Ils ont commencé à opérer, je veux dire, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie a commencé à fonctionner et à avoir des accusés en pleine guerre du conflit yougoslave. Bien entendu, je veux dire, pour le TPIR, c'est exactement une année plus tard qu'on a un tribunal fonctionnel. Pour le Rwanda. Pour le Rwanda, où, dans les deux cas, en fait, aussi bien des chefs importants ont été accusés et condamnés. Bien sûr, Milosevic est mort avant qu'il y ait un verdict de culpabilité. Mais sans contredit, je veux dire, on peut parler... peut-être d'un nombre insuffisant de causes, mais on peut parler déjà de résultats, et probablement que le dilemme à l'heure actuelle, le dilemme, c'est la stratégie d'achèvement. C'est-à-dire que pour le Rwanda, ça veut dire transférer des causes vers les juridictions nationales, et déjà... on discute et on critique le transfert des causes vers les juridictions nationales comme ne permettant pas le procès impartial que l'on peut avoir devant
devant les juridictions ad hoc. OK. Donc, on craint que la juridiction nationale ne permette pas à la défense, par exemple. On a déjà des jugements à cet égard-là, confirmant le fait que les garanties d'impartialité et les droits de la défense soient menacés dans le transfert des causes vers les juridictions nationales. Alors, parlons de la... Donc, ça, c'est les tribunaux ad hoc. Maintenant, la Cour pénale internationale qui est en train de se mettre en place, donc depuis 2002, a plusieurs causes en suspens. Mais la première, celle qui commence maintenant, c'est celle de Thomas Lubanga. Dites-nous de quoi il s'agit. Lubanga, c'est un chef, appelons-le un chef, de la République démocratique du Congo, qui principalement se fait reprocher d'avoir conscrit ou enrôlé de force des jeunes de moins de 15 ans. Les fameux enfants soldats. Ce qu'on appelle communément des enfants soldats. À la différence de tous les mandats d'arrestation qui ont été lancés depuis quelques années par le procureur de la Cour pénale internationale, celui-ci a pu être exécuté. Parce que le problème des mandats d'arrestation, ce n'est pas que de les lancer, mais c'est d'avoir l'aptitude de les exécuter. C'est ça, d'arrêter les prévenus. Carrément d'arrêter. Et puis, écoutez, ça suppose quand même une implication sur le sol ou sur le territoire où ils se trouvent. Et on comprendra qu'il y a actuellement plusieurs mandats d'arrestation lancés et qui concernent des criminels, ou en fait des présumés criminels qui sont en liberté toujours et en fuite, ou appelez ça tout simplement une situation où il est impossible de les trouver. Et ils vont dans des régions, dans des États qui leur sont favorables. Absolument, et qui ne participent pas en fait, aux tentatives d'arrestation. Qui ne collaborent pas. En fait, en d'autres termes, recueillir ces contrevenants suppose de le faire dans un... suppose, je veux dire, de pratiquer ce qu'on appelle de l'ingérence dans la souveraineté d'un État, ce qui est un obstacle juridique et politique important, et puis une difficulté réelle d'attirer la collaboration, en fait, des autorités pour obtenir les contrevenants. C'est pourquoi on essaie de voir si ces contrevenants-là sont en déplacement dans un pays qui a ratifié ou un pays qui collabore. Exactement. Et c'est à ce moment-là, parfois, qu'on peut les arrêter. Et ça va même plus loin, parce qu'au-delà du fait qu'on puisse avoir des pays collaborateurs, il faut comprendre, puis je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre le cas de Mladic, devant le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Mladic, je veux dire, on a lancé des mandats d'arrestation depuis le milieu des années 90 contre lui, et il est toujours au large, et ça correspond à quelque chose de très important. La communauté serbe, pour la communauté serbe, tant au moment de la guerre en ex-Yougoslavie que maintenant, je veux dire, Mladic correspond à une idée qui se font de héros de guerre. Ah oui. Alors, il est extrêmement difficile, c'est-à-dire qu'il peut trouver des sympathisants, et ce qui sera probablement déterminant pour Mladic, si jamais il est capturé, il a déjà dit publiquement qu'il se suiciderait. Ouais. Alors, ça veut donc dire qu'il préfère mourir pour conserver, je veux dire, son image d'héros de guerre. Plutôt d'être transformé en criminel de guerre par une opération de justice. On le verrait dans le box des accusés devant répondre de ses actes. Exactement. Alors, le temps file. Hélène, donc, ce procès Thomas Lubanga, est-ce que c'est une décision de la Cour de commencer par cet accusé à cause du caractère très symbolique, justement, des enfants soldats, ou est-ce que c'est le calendrier des procédures qui fait que c'est le premier à la barre? C'est un mélange de réalisme et puis, je pense, de symbolique. Les deux, c'est-à-dire qu'en tout réalisme, c'est parce qu'on l'a attrapé. Okay. C'est-à-dire parce qu'on l'a. Alors que bien d'autres, on ne les a pas. Alors, ça, c'est un prisme de réalité. Okay. Mais l'aspect symbolique, assurément, parce que dans l'ensemble des poursuites devant les tribunaux ad hoc, je veux dire, le problème des enfants soldats ne s'est pas posé. C'est-à-dire que dans les crimes de guerre que l'on a reprochés à des accusés
dans le contexte des 2 juridictions ad hoc, on n'en a pas qui ont été accusés de ce crime-là. Il faut dire aussi que c'est un crime qui n'était pas nommé dans les statuts des tribunaux ad hoc. Je ne dis pas qu'il n'existait pas, mais il n'était pas spécialement nommé. Parce que les crimes de guerre, on se contentait en fait de l'énumération des conventions de Genève. Et on n'était pas plus explicite sur l'énumération des crimes de guerre. Dans le statut de Rome, à la différence des 2 autres statuts. Le statut de Rome qui fonde le mandat de la Cour pénale internationale. Exactement. Le statut de Rome va décrire les catégories d'infractions qui sont de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale. Et au sujet des crimes de guerre, va distinguer les crimes de guerre en énumérant de façon très exhaustive les crimes de guerre qui peuvent être commis dans le contexte d'un conflit armé international. Puis énumérer les actions répréhensibles dans le contexte d'un conflit armé national. Okay. Dans le cas de Lubanga, il y a quelque chose de très particulier qu'on ne peut pas voir simplement en parlant de son crime d'avoir conscrit des enfants soldats, qui est un crime qui existe en autant que l'on puisse qualifier le conflit armé en République démocratique du Congo de conflit armé international. Ce qui suppose une démonstration de la part du poursuivant au moment du procès, qui va devoir être de dire qu'en Ituri, par exemple, qu'il y a des factions ougandaises qui sont intervenues et contrôlées. C'est cette partie du Congo qui est frontalier avec l'Ouganda. Et qu'il y a des factions rwandaises qui sont intervenues. Et à ce moment-là, quand un pays tiers intervient dans un conflit armé, soit parce qu'il exerce un contrôle sur des factions armées, je veux dire, l'idée, là, c'est de contrôler des factions armées. Le conflit s'internationalise. Et là, il tombe sous la juridiction de la CPI. Il tombe, en fait, c'est que l'infraction qui est reprochée, notamment d'avoir conscrit des enfants soldats, n'est possible que si le conflit armé est international. Donc, il y a un lien juridique qui devra être fait. Alors, il y a un commencement de preuve parce que quand la Chambre préliminaire a confirmé les charges contre Lubanga, le procureur a apporté une preuve prima facie que le conflit s'était internationalisé, mais pas à tous les moments du conflit. Donc ça, la Cour devra vraiment déterminer si c'est suffisant. Exactement, parce que c'est un peu en cascade. C'est ça. Donc la défense de Lubanga, c'est pas de dire je n'ai pas commis ces atrocités, c'est que le conflit n'est pas international. Je les ai commises, mais à l'intérieur des frontières, sans aide extérieure. Absolument. Alors on sait qu'il y aura des victimes, donc des enfants soldats qui vont venir témoigner, donc pour aider la preuve des procureurs. À quoi est-ce que Lubanga est passible en termes de peine s'il est déclaré coupable? Bon, ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. À perpétuité? Oui, absolument. Et à ce moment-là, à quel endroit est-il emprisonné? Ah là, le lieu d'emprisonnement va être déterminé en fonction toujours du statut de Rome qui fait en sorte que des pays peuvent recevoir les personnes condamnées en vertu du statut de Rome. Donc, ce ne sera pas nécessairement en République démocratique du Congo? Non, et probablement pas. Ah bon? Non. En ce moment, il est détenu à La Haye, c'est-à-dire, mais là, en tant que prévenu, c'est-à-dire personne accusée. Mais à partir du moment où il va être condamné, les lieux de détention pourrait être la Norvège, pourrait même à la limite être le Canada. Donc le coupable, à ce moment-là, ne peut pas demander d'être incarcéré dans son pays d'origine ou le pays de l'infraction? Premièrement, tout ce qui concerne les lieux de détention, je veux dire, font l'objet d'ententes avec les pays signataires. Alors, tous les pays ne sont pas nécessairement preneurs de criminels de guerre. Alors, tout ça est organisé à l'intérieur même de prise de décision à caractère administratif par les États, respectivement, qui décident de recevoir ou de ne pas recevoir. Mais si politiquement, parce que la République démocratique du Congo a ratifié le statut de Rome et est favorable à ce procès, s'il décidait, mais moi, je veux que mon coupable il soit dans une de mes prisons, politiquement, ça fait partie du geste. Moi, je pense que ça n'arrivera pas comme ça, mais ça ne va pas se poser. D'ailleurs, ça va être quelque chose
dont on n'entendra pas parler avant le résultat, dans le D'accord. sens que ça va se faire par arrangement, probablement diplomatique, en vue de déterminer le lieu de détention. Et là, je ne suis pas en mesure de vous dire, je ne suis pas certaine qu'il puisse aller, même en République démocratique du Congo. Mais sur ce point-là, là, c'est un détail qui peut m'échapper. On verra à ce moment-là. Ça me surprendrait énormément. Hélène Dumont, merci beaucoup pour toutes ces explications, pour nous avoir éclairé sur ce processus qui commence et qui va être avec nous pendant encore plusieurs années, enfin, espérons de façon de plus en plus efficace. Nous vous avons demandé, comme c'est la tradition à l'émission Planétaire, de choisir une plage sonore pour illustrer notre propos. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? Ah, j'ai choisi le Déserteur, chanté par Boris Vian, parce que dans cette chanson, on dit allez désobéir, n'allez pas à la guerre. Et je ne peux faire autrement que de penser au nombre d'exécutants quand on a un génocide. Par exemple, 800 000 victimes au Rwanda, il faut 200 000 exécutants. Et c'est ce qui me sidère. Pourquoi sont-ils allés? Bien, peut-être, on dit que ce sont des obéissants. Ils ont obéi. Ils ont obéi, puis ils ont obéi parce qu'ils ont obéi à une politique qui leur a proposé le génocide comme plan politique, qui est devenu un impératif normatif. Hélène Dumont, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on écoute grâce à vous Le Déserteur, chanté par Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Voir, lire et entendre cette semaine, nous allons parler d'un film, en fait de deux films qui font le tour de la planète ces temps-ci. Le Che de Steve Soderbergh, un opus de 4 heures en 2 temps sur, pas toute la vie du Che Guevara, mais plutôt sur 2 de ses actions militaires les plus importantes. Dans la première partie, sa participation à la révolution cubaine, une révolution qui triomphe, et dans la deuxième partie, sa participation à la résistance bolivienne qui se soldera par un échec et par le décès du Che. Je ne pense pas vous voler le punch en vous disant ça. La célébration, ça fait 40 ans maintenant, en 2007, donc ça s'est produit en 67, que le Che est décédé aux mains de ses bourreaux, en fait, de ceux qui l'ont exécuté. Mais le mythe du Che continue, à travers les décennies, de fasciner les populations et les générations. Et ce nouveau film, ces 2 nouveaux films, vont introduire une nouvelle génération au Che. Alors, pour vous en parler, notre invité Claude Morin, l'historien. Claude, bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Bonjour Jean-François. Alors, Claude Morin est historien. Il a beaucoup travaillé sur les questions latino-américaines et cubaines en particulier. Il a longtemps été directeur du département d'histoire à l'Université de Montréal. Et vous avez vu pour nous les 2 films de Soderbergh. Qu'en avez-vous pensé? D'abord, brièvement, comme cinéphile, mais ensuite, surtout, comme historien. Je ne suis pas un spécialiste du cinéma, mais j'ai beaucoup apprécié à la fois l'aspect visuel, et c'est d'abord ça, pour cette raison qu'on va au cinéma, les tableaux, les paysages, la reconstitution des milieux est tout à fait attirant pour quelqu'un qui a eu la chance de visiter ou Cuba ou bien Bolivie, même si à propos de Cuba,
le film n'a pas été tourné à Cuba, malheureusement, pour des raisons qui tenaient à l'embargo contre des États-Unis. Mais je l'ai vu surtout en tant qu'historien pour vérifier la vérité de ce film, l'authenticité par rapport à ce que je sais à la fois de la Révolution cubaine, dans sa période en armes, et de la guérilla en Bolivie. Alors, d'après vous, est-ce que c'est effectivement fidèle aux faits, une bonne reconstitution? C'est à la fois fidèle aux faits, avec certaines libertés que le scénariste a pu prendre, mais sans trahir ni le personnage, ni l'action, ni surtout l'entreprise. Les deux entreprises dont nous parlons, à savoir la Révolution cubaine d'une part et la guérilla bolivienne d'autre part. Et il y a même une recherche d'authenticité qui va jusque dans les dialogues, dans l'accent. Quand Fidel Castro parle, il y a les intonations de la voix de Fidel Castro. Il y a le vocabulaire, la manière de parler des Cubains qui est extrêmement bien rendue dans ce film par les acteurs. Et je dirais que ce que le film a été tourné en espagnol, bravo, chapeau au réalisateur, parce que c'est un tour de force de proposer au public un film dans la langue qui correspond à celle des acteurs. Alors, Benicio del Toro, c'est l'acteur qui joue le Che, d'après vous. Est-ce qu'il a réussi? C'est une personnalité qui est très présente lorsqu'il n'est pas sur scène. Enfin, est-ce qu'il a réussi à se fondre dans le Che? Ah oui. Je retrouvais le Che dans toutes les composantes de ce personnage. L'homme autoritaire, à l'occasion, l'homme qui peut être joué de l'humour, l'homme qui prend aussi, qui paie de sa personne. C'est-à-dire qu'on voit le Che prendre des risques, s'exposer au plus grand danger, prendre des charges sur son dos pour accompagner ses hommes. Donc, on comprend l'amour que les hommes pouvaient porter envers leur chef à partir du moment où Che devient un commandant. Et ça, il le rend bien parce qu'on voit tout le jeu de l'acteur qui occupe la scène. Alors, les deux films sont différents, évidemment, dans la façon, le rythme, évidemment, la conclusion, mais aussi dans la couleur. Alors, lorsqu'on est à Cuba, là où on croit être à Cuba. À Porto Rico, dans les faits, voilà. Ou à Mexico, ou au Mexique. On voit donc une jungle plus luxuriante, les couleurs sont plus nettes, la musique est plus positive, alors qu'en Bolivie, c'est aride, c'est jaune, on sent la difficulté à travers même la façon dont le cinéaste a choisi ses couleurs et son rythme. Mais justement, donc, ce qu'il a essayé de nous montrer, c'est la révolution qui réussit et celle qui échoue. Oui. Il s'est beaucoup basé sur les carnets, le journal de Bolivie de Che Guevara pour cette deuxième partie. Et finalement, à travers les débats qu'on aperçoit avec les collègues du Parti communiste bolivien qui sont contre, on se demande si ce n'est pas la preuve que cette tentative de révolution bolivienne, elle était mal calculée, elle ne pouvait pas, les conditions n'étaient pas réunies. Est-ce que... C'est tout à fait exact. Ce fut un choix stratégique mauvais, bien que la Bolivie occupe le cœur de l'Amérique du Sud. Ça aurait pu être un endroit de prédilection pour lancer une opération qui visait toute l'Amérique du Sud et non seulement le pays en question. Le terrain a été choisi pour être proche de l'Argentine et non pas là où les éclaireurs cubains étaient d'abord allés, c'est-à-dire du côté du Beni, un peu plus au nord, dans une zone où la paysannerie aurait pu être plus sensible au message révolutionnaire. On s'est installé peut-être dans la pire région. C'est ça, il est allé dans un coin où il y avait peu de gens. C'est ça. Et des gens peu propices à l'appuyer. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il voulait être près de l'Argentine. Son pays d'origine. Son pays d'origine. Le Che pensait organiser une guérilla qui aurait un impact sur le nord de l'Argentine et qui embrasserait toute cette portion-là. Et ce fut une erreur de choix du terrain qu'il va payer très cher. Et on le voit, et on parlait de lenteur dans ce film. Le gros de cette période de plus de 300 jours est occupé à reconnaître le terrain, à essayer d'établir des contacts avec des paysans qui sont plus récalcitrants, qui sont craintifs, qui voient en ces hommes des étrangers. L'accent les trahit d'ailleurs. Ouais. Presque la moitié de ces hommes, des 47 qui sont passés par le camp, étaient des étrangers ou des Boliviens formés à Cuba. Et les paysans ne pouvaient ne pas voir cela. Et donc, il y a ce qu'il y a dans les films, il y a ce qu'il n'y a pas dans les films. Alors, d'abord, on en discutait hors antenne. Pour la genèse de l'idéalisme de Che Guevara, il y a un autre film qui existe,
que vous avez revu récemment. Oui, le carnet de voyage. Le carnet de voyage, on retrouve l'idéalisme du Che, celui qui fait un voyage initiatique, qui lui agrandit, lui ouvre les yeux. Che était un lecteur et on le voit dans le film, on le voit lire. Il a lu beaucoup plus qu'on ne le voit dans le film. Il écrit aussi. Ses carnets sont la principale source qu'utilise le réalisateur ou le scénariste pour son film. Et là, Che, dans les carnets de voyage, découvre l'Amérique de l'injustice, de la pauvreté, de la solidarité minière ou des paysans. Et c'est ça qu'il va transporter comme bagage politique dans son adhésion à la révolution cubaine. Ça. Parce que là, dans le film de Soderbergh, on voit la rencontre avec Castro en Argentine. Le Che considère Castro un peu fou de vouloir faire cette révolution cubaine et accepte d'y aller seulement si Castro accepte ensuite de l'appuyer pour la révolution de toute l'Amérique latine. C'est ça. Et ça, Castro lui dit, t'es encore plus fou que moi. Oui. Bon, alors c'est l'aboutissement de cet éveil. Donc, on voit dans le film Carnet de voyage du Brésilien Walter Salles. Mais il y a le bout qu'on ne voit nulle part, c'est entre la révolution cubaine et la révolution, la tentative bolivienne, c'est le Che dans l'institution de la révolution cubaine, le rôle qu'il joue là, et un rôle qui est souvent critiqué. On dit que c'est le Che le plus dur qui était à cette période-là, dans cette construction. Est-ce que ça nous manque, ça, dans l'appréhension du personnage? Ça nous manque, mais oui, je répondrai positivement. C'est une partie de la vie du Che qui est gommée par le film. Ce n'est cependant pas le Che révolutionnaire. Le Che révolutionnaire, il se considérait avant tout comme un aventurier, un condottiere. Et cela, on le voit dans les 2 épisodes que nous présente le double film. Par contre, le film Che gestionnaire, la gestion n'a jamais été son fort. Et quand il est devenu président de la Banque nationale, c'était l'antithèse même de celui qu'on nommerait comme cadre d'une institution comme celle-là. D'ailleurs, c'est un accident. On raconte que dans Fidel Castro demande dans la salle, y a-t-il un économiste ici? Che a compris, y a-t-il un communiste ici? Il a levé la main. Et il a été du coup désigné directeur de la Banque nationale. Ce que l'on ne montre pas et ce que les adversaires renoteront surtout, c'est le Che responsable des tribunaux révolutionnaires. Oui, tout à fait. Et là, il y a des gens, notamment des Cubains anticastristes, qui ont dit que Che était responsable de 14 000 morts. C'est complètement farfelu. Et on calcule, et les recherches sérieuses le démontreront, qu'il y a eu environ 600 exécutions à la suite du triomphe des rebelles. Or, 600 exécutions dans un pays où Batista avait été, avec tout son entourage, tellement impliqué dans la répression, je crois que si on n'avait pas eu les tribunaux révolutionnaires, les gens se seraient fait justice et c'est ce qu'on voulait éviter. Bien sûr que ça a été rapide, mais on les a jugés et ensuite ils ont été fusillés. On voit aussi quelques scènes et c'est là que le film est quand même juste. Il nous montre un Guevara qui exécute 2 guerrieros de sa colonne parce qu'ils ont attaqué, violé des paysans. Alors, il applique la justice révolutionnaire. On peut contester, et je serai le premier à contester la sévérité de la peine, c'est extrême, mais dans un contexte de guerre, je crois que c'est tout à fait trop souvent fréquent, mais c'est la réalité. Claude Morel, ça nous donne le goût d'aller plus loin. Il y a des biographies du Che qui ont été publiées ces dernières années. Une en particulier de Paco Ignacio Taibo. Ernesto Guevara, connu aussi comme le Che, c'est Payot en 97. Il y en a une autre en français que vous nous signalez, Jean Cormier, Che Guevara, compagnon de la Révolution, aux éditions Gallimard. Mais la meilleure, selon vous, n'est pas traduite en français. C'est celle de John Lee Anderson, Che Guevara, A Revolutionary Life. Pourquoi c'est la meilleure? C'est celle qui s'appuie sur le plus de sources, y compris des carnets, des documents inédits que Aleida Marsh, la 2e épouse de Che Guevara, lui a confié. Donc, il a eu accès à énormément d'informations et c'est lui qui donne le tableau finalement le mieux équilibré de ce qu'a été Che Guevara. Et c'est d'ailleurs le conseiller, le consultant pour le film de Soderbergh. D'accord. Alors,
comme c'est l'usage ici, on demande à notre invité, notre expert, de nous suggérer une plage musicale pour illustrer notre propos. Qu'avez-vous choisi, Claude, et pourquoi? Samba de Che, qui est un poème chanté en hommage au Che, qui va notamment sur sa mort. Il y a le Che de la Higuera. Higuera est le lieu où il a été exécuté. Donc, c'est un chant qui nous montre que le Che, dans une vision bolivarienne, continentale de son œuvre. Et c'est interprété et donc écrit par Victor Jara, qui est un Chilien, qui est un peu le troubadour d'Allende, de la révolution chilienne, et qui est ensuite qui a été torturé par Pinochet. Et exécuté. Ça a été des premières victimes du coup d'État de 1973. Alors là, on est dans le tragique à la fois pour le poète, l'interprète et le sujet. Donc on écoute grâce à vous, Claude Morin. On vous remercie d'avoir été là. Samba de Che. Cantando esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che, comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes. Nous vous invitons à venir sur le site cerium.ca pour avoir des informations sur les livres dont on vous a parlé, les choix musicaux de nos invités, pour voir aussi quelles seront les conférences au Cerium la semaine prochaine, et aussi pour voir le détail de nos écoles d'été. Alors, elles sont maintenant lancées les 2 premières semaines de juillet qui vient, pendant 6 jours pour chacune de ces écoles. Les gens qui sont intéressés aux affaires internationales, c'est-à-dire vous, les auditeurs de Planète Terre, est invité à venir vous inscrire. De quoi parlera-t-on cette année? Mais il y a 8 écoles différentes qui vous sont proposées sur ces 2 semaines. Je vous les nomme rapidement. La présidence d'Obama, l'an 1. L'Inde, surprenante modernité. La Chine éveillée, comment elle change et nous change. Terrorisme, le comprendre pour le prévenir. La biodiversité, un état de situation. Le droit international des changements climatiques, les opérations de paix, comment réaliser la paix, et finalement pluralisme et radicalisation dans le monde arabe. Alors dans chaque cas, une dizaine de conférenciers vous font comprendre les différentes facettes de chacun de ces sujets pendant 6 jours, donc du lundi au samedi. Vous pouvez vous y inscrire comme auditeur libre, écouter, faire les lectures. Et si vous travaillez pour une entreprise qui doit vous donner de la formation, c'est bien sûr admissible au crédit de formation. Merci à l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Charlène Ricard, et à la semaine prochaine.